Alors, d'abord, je vais ouvrir la réunion à l'ordre, s'il vous plaît. Alors, ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des transports et de l'environnement ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leur téléphone cellulaire. La Commission est réunie afin de poursuivre les auditions publiques dans le cadre des consultations particulières sur le projet de stratégie gouvernementale de développement durable révisé 2015-2020. Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Non, Monsieur le Président, il n'y a pas de remplacement. Alors, je voudrais m'excuser auprès de nos invités. Pour commencer, nous avons les travaux du Salon Bleu ont fait en sorte que nous avons un retard important. Nous allons procéder comme nous avons fait hier. Nous allons réduire le temps d'échange, mais nous allons préserver le temps de présentation de nos invités. Si j'ai consentement de la part des membres de la Commission, est-ce que j'ai consentement? Merci. Alors, bienvenue à nos invités du Réseau québécois des groupes écologistes. Alors, nous allons, je vais vous passer la parole pour une période de 10 minutes, après laquelle nous aurons une période d'échange avec les membres de la Commission qui vous poseront des questions. Et donc, je vous donne la parole. Je vais vous demander de présenter la personne qui vous accompagne. Bonjour, mon nom est Maude Prudhomme. Je suis présidente du Réseau québécois des groupes écologistes. Je suis aussi porte-parole de Taches d'huile, une organisation basée en Gaspésie où je réside. Je suis accompagnée de M. Bruno Massé, qui est coordonnateur au Réseau québécois des groupes écologistes. Donc, pour présenter un peu le réseau, brièvement, il y aurait beaucoup à dire pour un réseau qui existe depuis 1982, qui a vu différentes époques du mouvement écologiste au Québec, qui a participé aussi à des convergences internationales, qui a traversé des périodes difficiles et qui persévère et maintenant reçoit environ 80 membres d'un peu partout à travers la province. Ce sont des membres qui sont de différentes échelles, des groupes locaux, des groupes régionaux, des groupes provinciaux, qui ont une diversité de réalités, mais qui ont certainement en commun d'être très près des réalités sur le terrain, tant au niveau des écosystèmes que des communautés dont ils font partie. C'est aussi, un des éléments qu'ils partagent, c'est le sous-financement chronique. Que ce soit les groupes nationaux, il y en a certains qui ont une certaine reconnaissance, certains, mais pas tous. La reconnaissance est appréciée, toutefois demeure insuffisante vu la quantité de travail et de dossiers, la complexité des dossiers dont on doit traiter. Les groupes régionaux, pour la plupart, la vaste majorité, n'ont aucun financement à la mission, et ce, depuis des décennies. Encore une fois, vu la complexité et la multiplicité des dossiers, ça crée un état de panique, la gravité des dossiers aussi, la gravité des risques qui sont encourus par les différents projets qui sont entrepris, la magnitude des défis qu'on doit relever comme société à l'heure actuelle. Je pense qu'on se prive d'acteurs importants qui pourraient amener une expertise clé. Et c'est un autre des éléments qu'ils partagent, c'est une certaine non-écoute, un sentiment de non-écoute de la part du gouvernement. On a l'impression qu'on nie leur expertise, qu'on fait fi de l'apport qu'ils peuvent amener à la société québécoise. Ce sont des groupes qui existent presque malgré le gouvernement, malgré un tel non-support. Ces groupes, ces militants, ces militantes, ces gens sur le terrain s'acharnent et mettent une énergie incroyable à accumuler des expertises, à documenter des dossiers, à informer la population, à tenir des assemblées publiques, à participer à des processus, même si on les invite pas à générer une force sociale, parfois pour faire reculer le gouvernement sur des dossiers qui auraient coûté des centaines de millions au gouvernement du Québec. Des dossiers sur lesquels on se serait cassé les dents et dont on ferait les frais aujourd'hui. C'est donc avec une certaine ingratitude qu'on constate la situation actuelle au niveau du financement. Ceci dit, dans mon précieux 10 minutes, je vais vous parler d'autre chose. On peut reparler du financement à la période de questions, j'espère. Je vous dis que malheureusement, le ministère du Développement durable et de l'Environnement, les parties environnementales du gouvernement sont en chute de crédibilité dramatique auprès de la plupart des groupes. Et c'est quelque chose qu'on déplore. Les gens voudraient croire, mais constatent sur le terrain la dégradation des écosystèmes de façon dramatique, la dégradation des conditions de vie, et concrètement ne peuvent le nier. Par ailleurs, il y a des déclarations qui ont été faites par le gouvernement, entre autres par M. Couillard. On remarquera ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, que le message, c'est qu'on allait parler très majoritairement d'économie d'emploi. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéressera pas au reste, mais ça ne fait pas partie des vraies affaires. Les gens avec qui on travaille sont d'avis qu'en tant qu'être étant constitué à 80% d'eau approximativement et respirant plusieurs fois par jour, l'air et l'eau constituent des vraies affaires.
On déplore que ça ne fasse pas partie des priorités du gouvernement. Ça nuit beaucoup à la crédibilité qu'on peut y accorder. Ceci dit, outre cette chute de crédibilité, il y a une volonté de croire que les gens qui choisissent de travailler au sein du gouvernement dans les sphères environnementales ont une certaine éthique. À constater les faits, il y a un questionnement quant à la redevabilité. À qui sont donc redevables ces gens, se demande-t-on? Et de la Gaspésie, on les trouve très loin et on se demande beaucoup à qui ces gens sont redevables, puisque les décisions qui sont prises, on a l'impression qu'elles sont prises en considérant les intérêts de certaines compagnies, des patrons, des intérêts gouvernementaux, des intérêts des opportunités politiques. Bref, on se demande aussi si la redevabilité aux populations concernées est un peu oubliée quelque part dans les bureaux. On se demande si les pactes de droits humains qui ont été signés, les chartes qui impliquent des responsabilités, entre autres en termes de droits consultatifs qui sont clairement définis à travers des chartes, sont-ils à tout le moins considérés quand on va forer sans même offrir un processus de consultation valable à des populations? À quelle redevabilité fait-on affaire? Pour en venir à la stratégie qui s'inscrit dans ce contexte. On est vêtu de noir aujourd'hui. Je vous rappelle qu'en 2006, le Réseau québécois des groupes écologistes avait accueilli la loi sur le développement durable en faisant l'enterrement de la loi sur la qualité de l'environnement. Ce deuil est toujours vécu. On a pu constater à la lecture des documents une certaine communauté d'esprit au niveau des constats. On apprécie le travail et l'honnêteté qui a été déployé à constater la situation. Ceci dit, au niveau des moyens d'action, nous sommes perplexes. Ça nous semble disproportionné vu la situation constatée. Est-ce que ce serait dû à un constat des moyens réduits, des moyens limités qui sont à notre disposition? Peut-être. Ceci dit, si les moyens sont limités, c'est peut-être là ce qu'il faut décrier. Si les moyens sont insuffisants pour relever les défis qui sont constatés, peut-être qu'il faudrait revoir les moyens. La proportion du budget provincial alloué aux enjeux à l'environnement, à la protection de l'environnement, aux soins de l'écosystème que nous habitons est ridicule. On nous parle souvent de la dette pour justifier la situation actuelle. La dette est aussi un concept qui trouve sa place dans le secteur environnemental, dans la réalité environnementale. Une dette qui est autrement plus difficile à rembourser. Une dette qui peut se sommer en fractures qui soient irréparables. Une dette que les générations futures vont nous en vouloir énormément de leur léguer. Déjà, le legs est très lourd. On lègue des déchets radioactifs, on lègue des forêts appauvries, on lègue des écosystèmes appauvris, on lègue beaucoup de rivières en très piètre état. La dette environnementale cumulée est déjà énorme. Alors, quand on nous parle de dette pour justifier de négliger le soin de réparation de ces écosystèmes-là, qui constituent la base de toute vie, de toute communauté, de toute économie, on trouve que c'est inapproprié. On fait donc appel à vous, gens qui se sont engagés dans ces dossiers, gens qui avaient un certain pouvoir, une certaine emprise, nous l'espérons, à vous demander quel rôle vous voulez jouer dans la situation. On pense que la situation exige qu'il y ait un questionnement profond, à savoir quelles actions vous voulez avoir choisi de mener, considérant le contexte et la conjoncture. Et on avait quelques questions. Nous avons quelques questions. Nous en avons plusieurs. Nous vous en soumettons quelques-unes. Il vous reste un peu plus d'une minute. Un peu plus d'une minute. Ravie je suis. C'est des questions qui considèrent les moyens. C'est des éléments où on rejoignait certains des constats, mais on ne voit pas comment les moyens répondent à ces questions-là.
à cette version-ci du document. J'espère que vous pourrez rectifier le tir. Alors, comment les moyens envisagés réduisent-ils les inégalités sociales? Comment croyez-vous que cette stratégie va réellement protéger l'intégrité de l'environnement? Allez-vous intégrer la dimension des droits humains à cette stratégie? Et finalement, et là je me pose en Gaspésienne qui habite la baie des Chaleurs, qui est fort inquiète, pour être poli, de la situation des hydrocarbures. On voit les forages là, qui ont cours. On voit les transports qui sont envisagés. Où le Québec, le gouvernement, les gens ici ne semblent pas s'en soucier. Oui, je termine. Mais il y a des centaines de wagons-citernes qui vont passer par les rivières qui sont en amont de chez nous, là où on pêche. Bref. Alors, ça, c'est terminé. Allez-y, rapidement. Pourquoi évitez-vous la question des énergies fossiles? Merci pour votre présentation. Je passe maintenant la parole au ministre pour commencer la période d'échange. Merci, M. le Président. Bonjour. Ici. Bonjour. Merci pour votre présentation ainsi que votre mémoire. Aviez-vous terminé? Oui. Bon. Sinon, pour vous dire que notre mémoire fut préparée avec les moyens que nous avions, nous aurions beaucoup aimé avoir plus de moyens à notre disposition afin de vous offrir une analyse plus approfondie. Bien, merci. Il y a quand même un travail substantiel qui est là. Au niveau de la stratégie elle-même, des processus décisionnels gouvernementaux, concrètement, ce serait quoi qu'il faudrait changer? Chose certaine, il y a des... je vais répondre aussi après. Il y a certains éléments au niveau des normes internationales, des droits, ce qu'on appelle les droits procéduraux, dont je vous inviterai peut-être à consulter la Ligue des droits et libertés, qui a une expertise considérable au niveau des droits procéduraux. Il y a une notion de consentement libre et éclairé. Il y a une dimension à ça qui exige que les consultations se fassent de façon préalable. Je pense que dans la situation actuelle, vu la situation actuelle, ça exigera un certain arrêt des travaux afin qu'on puisse reprendre le processus à un point où le consentement pourrait être réel, à savoir avant que les dommages soient faits, qu'ils soient libres, donc que les gens soient protégés dans l'exercice de leur liberté d'expression. C'est quand on regarde l'intimidation judiciaire qui a cours, que ce soit dans le cas de Ristigouche Sud-Est ou de moi-même qui est visé par une injonction permanente. Libre et éclairé, ça signifierait qu'il y aurait beaucoup plus d'informations qui soient disponibles en temps utile, disponibles avec un délai, disponibles dans un langage que la population concernée peut comprendre. Et ensuite, la notion de consentement implique le droit de dire non. C'est pas un processus simplement de générer une acceptabilité, mais bel et bien d'accepter la possibilité que ça puisse être non, la réponse. En plus, quand on ramène la dimension des droits humains, il y a une certaine responsabilité de s'assurer que les générations à venir auront les mêmes possibilités, voire plus de possibilités que nous. Et ça doit être, à mon sens, un filtre qui s'applique à l'ensemble des décisions qui sont prises. Et actuellement, vu la nature des travaux qui sont envisagés ou accomplis sur le territoire, ça aurait certainement un impact sur le cours des choses. Oui, Monsieur le député de Mégantic. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, vous nous donnez un portrait un peu sombre de notre milieu. Vous avez besoin de sous pour nous aider. C'est ça que vous nous dites, là, si je comprends bien. Bien, en fait, le gouvernement du Québec a adopté en 2001 une politique sur l'action communautaire autonome. Et puis, en fait, on demande, entre autres, que cette politique-là soit appliquée. On sait que dans l'entièreté du secteur communautaire au Québec, on a environ 5000 groupes. Nous, dans notre secteur, on est une centaine de groupes. Et puis, en fait, le sous-financement critique dont on faisait mention est particulier dans notre cas. Notre secteur a été très malmené, coupé plusieurs fois. Et il y a plusieurs ministères ou gouvernements qui ne se sont jamais conformés à la politique d'action communautaire, qui est une politique volontaire, on s'entend, mais la stratégie de développement durable aussi est assez très volontaire. Donc, c'est dommage que 14 ans plus tard, en fait, il y ait encore plusieurs ministères donc qui concernent l'environnement qui contribuent toujours pas. Et c'est une des raisons de notre sous-financement. Puis oui, on a un apport si on veut vraiment protéger l'environnement puis l'intégrité des communautés du Québec. C'est ce qu'on croit.
Si on voulait, parce que vous parlez ici d'une reconnaissance des groupes écologistes au Québec, qu'est-ce que ça va changer de vous reconnaître officiellement? Des contributions financières, je ne sais pas moi, un droit automatique aux commissions, c'est quoi qui, pour vous, vous interpelle pour qu'on puisse comprendre où sont vos enjeux? Il y a une diversité d'enjeux selon les groupes, selon les régions qui sont prioritaires par rapport à d'autres. Je pense que déjà d'ouvrir la porte à un comité mixte pour qu'il puisse accueillir les demandes des membres et ça de façon un peu plus décentralisée, ce serait un pas dans la bonne direction. Ce qu'on entend depuis moultes années, c'est effectivement pour plusieurs une reconnaissance financière, ne serait-ce que pour effectivement pouvoir offrir leur expertise au sein des différentes consultations qui ont cours et qui ont un impact sur leur communauté. C'est énormément d'énergie, ne serait-ce que la recherche, l'analyse des données. Ensuite, on en est réduit à ce que des gens ne puissent participer pour des raisons de manque de budget pour le transport. C'est à des points tels de non-financement. Fait que je pense qu'il y a cet effet-là. Fait que le non-financement génère une non-écoute et de plus en plus une forme de musellement, en fait. Vous, pour moi, puis je vais essayer de mettre ça dans le contexte, là, parce que j'ai d'autres choses à vous poser comme question. Dans le cas de vous donner des attributions où généralement on le fait via des groupes de recherche et de développement, de quantifier des données, il y a une procédure scientifique à travers ça. Comment cette modélisation-là, ou comment on certifie un groupe, puis je ne connais pas la réponse, là, mais peut-être qu'au niveau de la recherche, je sais comment on le fait, donc on suit un processus, il y a une validation. Je comprends que vous voulez faire de la recherche, c'est assembler des données, donner des rapports. Maintenant, comment on formalise cette compétence-là? Là? Je ne dis pas que vos gens ne sont pas compétents, je pose la question. Comment on en arrive là? Je peux prendre. Oui, en fait, je vous référais à la politique d'action communautaire, qui est un document fabuleux, qui est le résultat de 10 ans, en fait, de concertation entre le mouvement communautaire du Québec et le gouvernement. On a travaillé ensemble pour élaborer cette politique-là, qui écrit noir sur blanc, en fait, l'apport des organismes communautaires dans la société québécoise, hein, qui est quand même une reconnaissance, qui est une force unique au monde. Et concrètement, pour vous répondre, en fait, qu'est-ce que nos groupes font, nos organismes, qui sont des organismes communautaires en environnement, un peu partout au Québec, travaillent dans l'éducation, dans la promotion d'alternatives environnementales, dans la prévention, notamment sur les questions de santé environnementale. On est là aussi pour fournir une expertise, mais on a une légitimité démocratique puisqu'on est enraciné dans les communautés. Alors oui, on peut aider à atteindre les objectifs et intégrer les dimensions sociales, environnementales, évidemment. Ceci dit, dans la politique, vous trouverez aussi un ensemble de critères qui ont été négociés entre, justement, les organismes communautaires, le gouvernement. Il y a tout un ensemble de critères qui définissent ce qui est un groupe d'action communautaire autonome, un groupe d'action communautaire autonome qui agit en défense collective des droits. Alors là, il y a 4 critères supplémentaires. Il y a d'ailleurs déjà eu un programme de financement aux groupes régionaux et aux groupes locaux qui avait son propre ensemble de critères qui avait aussi été négocié, qui pourrait être revisité puisque le temps passe et certains éléments pourraient être mis à jour. Mais en termes de normatifs, il y a ces éléments-là. Ceci dit, il y a beaucoup du travail qui est accompli qui pallie au travail qui n'est pas accompli au sein du gouvernement par manque de moyens probablement. On se souviendra par exemple du cas de la rivière Etchemin. Il y avait eu une grosse poursuite bâillon. C'est parce qu'il n'y avait pas assez d'inspection des dépotoirs qui fait que les citoyens se ramassent à jouer le rôle qui devrait être joué par le gouvernement, se rendent vulnérables, sont ensuite visés par des poursuites. Il y a donc aussi tout un travail qui serait différent des groupes sur le terrain si le gouvernement pouvait jouer un rôle plus prépondérant et qu'on donnait les moyens au ministère dans l'environnement de faire effectivement respecter les normes qui sont adoptées. Dans le cadre du développement durable, très rapidement. On n'a pas beaucoup de temps, c'est pour ça. Dans le cadre du développement durable qui s'applique principalement ici au ministère et organismes, si je comprends bien, vous nous dites que ce serait très important que cette politique de développement durable-là, qui prend soin des 3 piliers, dont le social qui tient compte du monde, de s'étendre aussi aux industries. Est-ce que j'ai bien compris? Parce que c'est un peu ce qui se dégage dans votre mémoire. Je trouve ça intéressant que vous trouviez que ce soit ça qui se dégage de notre mémoire. Effectivement, il devrait s'étendre aux industries dans la mesure où les industries
interviennent sur le territoire. Ceci dit, pour ce qui est des normes, des critères, Mais oui, effectivement, ça devrait s'étendre aux industries puisqu'elles interviennent sur le territoire. Ça ne m'apparaît pas comme l'élément le plus majeur. Merci. Merci. Le temps est écoulé pour la partie bloc gouvernemental. Nous allons maintenant passer aux questions de l'opposition officielle. Monsieur le député de Jonquière. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Au nom des parlementaires et du système parlementaire qu'il faut revoir, là, je veux m'excuser pour le délai, le retard que nous avons aujourd'hui. Je veux vous remercier d'être ici et je veux surtout reconnaître effectivement l'apport extraordinaire des groupes, dont le vôtre, mais dont d'autres groupes également, qui sont militants, qui sont actifs sur le terrain et qui, souvent, grâce à leur action, permettent au Québec, justement, d'atteindre des objectifs ou des résultats, parce que parfois, juste l'action gouvernementale ne conduirait pas à l'atteinte de ces résultats. S'il n'y avait pas eu les groupes aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu les groupes pour manifester, aujourd'hui, nous aurions probablement une centrale au gaz au Suroît, par exemple. On aurait peut-être un port méthanier à Arabasca. On aurait des gaz de schiste en exploitation. Si ça n'avait pas été des groupes comme les vôtres qui avaient éveillé. Alors, effectivement, je pense qu'il faut reconnaître cela, puis il faut reconnaître aussi leurs besoins financiers. Le prédécesseur du ministre actuel avait mis sur pied un comité de travail sur le financement qui était pour donner des résultats avant le déclenchement de l'élection. J'aimerais ça vous entendre un petit peu plus là-dessus. Quelle est votre évaluation, votre bilan? Est-ce qu'il y a du travail qui a été repris à partir et qu'on pourrait peut-être intégrer comme principe dans la stratégie de développement durable? En fait, on a, depuis 2012, le RQGE, qui est un regroupement, mais il existe d'autres regroupements d'organismes communautaires en environnement. On s'est mis ensemble, effectivement, pour créer un front commun sur la question de la reconnaissance. Et on a entamé un travail avec le gouvernement précédent. Puis, en fait, le comité mixte qui a été formé entre nos groupes et la partie gouvernementale, on a réussi à mettre les bases d'un programme de financement qui viendrait un peu régler le problème qu'on a, en fait, qui viendrait reconnaître nos groupes, puis nous mettre tous ensemble. Et en fait, on s'est rendu presque jusqu'au bout. Et puis, finalement, il n'y a pas eu suite à ça. Mais c'est pour un programme de financement comme tel. Nous, on croit que si on a la question de la reconnaissance de la part des groupes dans la stratégie, ce serait déjà un bon levier, en fait, ne serait-ce que pour aider, encourager fortement les ministères qui contribuent pas à se conformer à la politique d'action communautaire. Là. Et à créer des programmes avec nous. Nous pourrions peut-être reprendre l'état des travaux au moment où le comité est obligé de mettre fin à ses travaux à cause de l'élection pour voir comment on pourrait l'intégrer dans la stratégie de développement durable, par exemple, sur la question du financement. Ça pourrait être une piste que vous suggérez. On serait ouvert à ça, oui. OK. Maintenant, vous dites... votre mémoire n'est pas paginée, là, mais au point 3.2.11, là, sur la question des consultations publiques. Bon, c'est un peu paradoxal, là, parce qu'on est dans une consultation publique présentement, mais vous dites que pour éviter les consultations spectacles, les démarches de relations publiques malhonnêtes et autres tentatives de manufacturer l'acceptabilité sociale, vous allez très, très loin. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme révision du mode de consultation publique? Par exemple, est-ce que le BAP répond encore aux besoins? Est-ce que nous devrions... Il y a d'autres groupes qui sont venus ici avant vous qui nous ont dit qu'il faudrait intégrer systématiquement les évaluations environnementales stratégiques. Bon, c'est un autre type d'étude là, qui est faite à ce niveau-là, mais j'aimerais ça vous entendre un peu plus. Il y a aussi l'Institut du Nouveau Monde qui a vraiment plaidé très fort pour une participation citoyenne. Alors, au-delà de la critique là, de la consultation spectacle, là, vous nous proposez quoi? Effectivement, on est assez sévère, ça, mais c'est un constat qui émane beaucoup des membres dans les différentes régions. Venant de la Gaspésie, je vous dirais qu'on n'a même pas eu le droit à une consultation aussi insatisfaisante eût-elle pu être. Fait que ça, en soi, c'est parlant. On demande, en fait, que les pactes internationaux auxquels le gouvernement est lié soient respectés. J'ai pas le temps ce matin de vous établir dans le détail, mais déjà ça, c'est détaillé dans les pactes. Il y a des droits procéduraux qui existent, il y a des traditions de droits humains qui ont tablé là-dessus depuis des décennies. Théoriquement, les gouvernements sont liés à ces pactes-là.
je vous invite à aller les consulter, à consulter les organismes et à les soutenir dans cette consultation qui travaillent sur ces dossiers-là, spécifiquement de droit consultatif. Nous, on s'y est associés depuis quelques années, constatant un recul certain du respect des droits des communautés, du droit à l'autodétermination, un consentement libre et éclairé. Dans les éléments clés, il y a effectivement que ce soit en amont et non une fois que les travaux sont amorcés. Il y aurait quelque chose aussi de l'ordre, pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, plutôt que de me répéter. En terminant. Du droit de proposer, dans la mesure où ce qui est soumis, c'est un peu, voulez-vous une mine ou pas de mine? C'est pas, voulez-vous, il n'y a pas d'espace de proposition et constamment, à la fois pour des causes de sous-financement puis dans une perspective de sauver les meubles, on se prive de toute une intelligence qui pourrait proposer des voies à la fois sociales, économiques et qui s'intègrent dans les écosystèmes que les gens connaissent. Et ça participerait aussi du respect du droit des communautés. Merci. Je passe maintenant la parole au député. Pardon, je pensais que c'était le député de Gros, le député de Marguerite Bourgeois. De Borduas. Pardon? Borduas. Borduas, pardon. Merci, M. le Président. Bonjour, Mme Prudhomme. Bonjour, M. Massé. Vous avez dit tout à l'heure, on est habillé en noir on est toujours en période de deuil par rapport à la loi sur la qualité de l'environnement lorsque la loi sur le développement durable a été adoptée. Au point 3.2.10, vous critiquez le fait que les principes de développement durable ne sont pas toujours pris en compte. Il y a certains groupes qui ont été entendus plus tôt dans la commission qui suggèrent d'utiliser le terme « intégré » plutôt que « prendre en compte les principes de développement durable ». Est-ce que ça répondrait à votre préoccupation d'utiliser ce libellé-là plutôt que d'utiliser le libellé « prendre en compte » dans le cadre de la stratégie de développement durable? Honnêtement, je ne crois pas que ce sera un libellé qui va déterminer si on sera satisfait des résultats de cette stratégie-là. Peut-être qu'effectivement, les intégrer leur donnerait une force supplémentaire. Oui. Bien, en fait, c'est ça. Intégrer, oui, ça peut être bien, mais est-ce qu'après ça, intégrer reste juste volontaire? Est-ce que c'est juste suggéré au reste de l'appareil gouvernemental? Parce que c'est vrai que si on appliquait vraiment tous les principes, ce serait déjà un pas en avant. Parce que nous, quand on regarde la liste, puis c'est pour ça on reste un peu dubitatif, c'est que on regarde la liste, puis on repense à l'actualité environnementale au Québec, puis on remonte dans le temps, puis on la voit pas, là. Principe de précaution, le nombre de fois qu'on se bat juste pour le principe de précaution, alors que ça devrait déjà être pris en compte. Fait qu'intégrer, oui, mais ça devrait être comme obligatoire. Ça devrait pas être si facile de s'en défaire. Et je vous mentionne à cet effet le projet de cimenterie à Port-Daniel, qui contourne même le processus du BAP pour des raisons administratives, apparemment. C'est loin d'être intégré à cet effet-là. D'ailleurs, pour la cimenterie à Port-Daniel, son politique a critiqué ce choix gouvernemental-là. Mais ce que je comprends de votre propos, c'est que vous dites, en gros, les bottines ne suivent pas les babines. Sur un autre point, au niveau de la conciliation, dans le cadre des conflits d'usage de territoire, vous faites référence dans votre mémoire à 3.2.18 à la question du cas de Restigouche et à Gaspé. Vous dites le gouvernement aurait dû prendre une part active, une participation. Pouvez-vous expliciter ce point-là? Oui, je peux y aller. Bien, chose certaine, les municipalités et les gens se sentent fort intimidés. Ils se sont sentis fort intimidés. Il y a un construit de la force qu'on peut avoir par rapport aux compagnies, particulièrement par rapport aux compagnies pétrolières et à la puissance hydrocarbures en ce monde, qui fait sentir la municipalité de 85 habitants de Restigouche-Sud-Est un peu petit face à cette situation. En ce moment, la municipalité est poursuivie. On organise des clam chowder bénéfices pour financer leur défense. Cette situation-là, oui, laisse à penser qu'il y a eu des lacunes de la part du comportement du gouvernement. Ceci dit, en ce moment, la politique de protection de l'eau potable qui a été adoptée est tout à fait insatisfaisante et ne remplit pas non plus le besoin de prendre les responsabilités par rapport à la protection du droit à l'accès à l'eau potable des populations. Et c'est terrifiant pour les gens concernés. Vous avez... Alors, je passe la parole pour le bloc réservé aux députés indépendants à Mme la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. 1 minute. 40 secondes. 40 secondes. Merci d'être là. Merci d'élever le débat. Merci d'élever le débat. Vous mettez le doigt dessus. Réconcilier la contradiction entre l'économie capitaliste
et le maintien de l'intégrité des écosystèmes naturels. Je comprends que vous portez le noir, je comprends que en fait, en lisant, je me disais, on lit ça, puis on se dit, mais il se pose la question, c'est-tu de la frime, toute cette affaire-là? Puis je pense que vous l'avez nommé de différentes façons. Je vous laisse mon dernier 45 secondes pour dire ce que vous avez à dire à cette Assemblée. 1 minute. Merci. Je réitérerai mon invitation. L'invitation qu'on vous lance, c'est une invitation à faire mieux. On se demande sincèrement de quel côté vous vous posez. La situation est grave. Grave au point de provoquer des confrontations. On la voit sur le terrain, on la sent dans les régions, on la sent un peu partout. Ça grogne. Après ça, il appartient à tout le monde de se positionner où il le veut bien. Ce ne sera pas sans conséquence sur le cours des choses. Les enjeux sont tels, oui, d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental, les dommages seraient irréparables et les gens n'abandonneront pas la qualité de vie et les possibilités de vivre là où ils vivent. Soyez assurés qu'il est avec vous là-dedans. Merci beaucoup de votre contribution. Je lève les travaux de la séance pour quelques instants, le temps de permettre au prochain groupe de s'installer.